Hello, hello! Ici Pauline Agneau, bienvenue les amis, welcome sur Le Gratin. Aujourd'hui j'accueille sur Le Gratin Fabien Olicard. Vous pourrez retrouver Fabien sur tous ces très nombreux réseaux. Si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Donc hop, foncez sur Insta. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est difficile de résumer en quelques mots l'étendue de ce que fait Fabien. Mais si j'en crois son site internet, on peut déjà dire qu'il est mentaliste. Et il nous expliquera d'ailleurs dans l'épisode concrètement qu'est-ce que c'est que le mentalisme. Il est également artiste, humoriste, entrepreneur et youtubeur. Beaucoup pour un seul homme, vous allez me dire. Eh bien, si seulement vous saviez. Parce que Fabien a aussi un podcast, l'Hippocampe, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Et à ses heures perdues, il est également écrivain et édite le magazine Curious. Bref, vous l'aurez compris, Fabien est un boulimique de la vie. Sa curiosité pour le monde est telle qu'il ne cesse de se lancer des défis ou de développer de nouvelles compétences. C'est une vraie machine à apprendre. On a donc naturellement parlé de ses techniques pour maîtriser un sujet. Vous allez voir, il donne énormément de conseils brillants, je trouve, et très simples et très actionnables, justement pour maîtriser un nouveau sujet, pour apprendre concrètement. On a aussi parlé de la nécessité de tester et donc d'échouer, de biais cognitifs, de sa facette d'entrepreneur que peu de gens connaissent, et bien sûr, de mentalisme. J'avais hâte de rencontrer Fabien, et c'était la première fois qu'on se rencontrait pour ce rendez-vous, pour sa connaissance très fine des arcanes de notre cerveau, mais aussi juste parce que je le suis sur YouTube, et parce que c'est un mec qui a l'air ultra frais, drôle et sympa. Et je vous confirme que c'est vrai, et je suis sûre que vous allez passer un très très bon moment. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à cette conversation avec Fabien Olicard. Salut Fabien, je suis ravie de t'accueillir sur Le Gratin. Bonjour, et moi je suis très content d'y être, je gratine. Écoute, on va gratiner ensemble, et alors surtout en fait je suis chamboulée, mon cher Fabien, puisque j'avais préparé mon interview et tout, et là tu m'as sorti en l'espace de un quart d'heure tellement de nouveaux sujets que je suis perdue. Je devrais avoir 10 pages de questions en plus, donc je ne sais pas si cette interview va pouvoir être contenue dans 1 heure, okay. Mais en tout cas je vais faire le max, et surtout je vais changer en fait mon fusil d'épaule, mais c'est très bien, ça va être très spontané. Et si ça te va, en fait t'as commencé par me dire que t'étais passionné d'entrepreneuriat. Oui. Et en fait je trouve ça hyper intéressant parce que évidemment j'ai une cible assez entrepreneur, mais au-delà de ça je pense que c'est quelque chose que les gens savent assez peu de toi, que finalement ça te passionne, si je me trompe pas. Oui, non mais c'est vrai, non pas que je le cache, mais on m'a jamais posé la question et moi j'en ai jamais fait l'étalage, du coup c'est pas très clair, mais ma société actuelle c'est ma 7e boîte. Et j'ai eu des boîtes dans plein de domaines, dans la vente de nappes sur les marchés, j'ai eu un restaurant, j'ai eu des sociétés dans le spectacle vivant, jusqu'à la dernière société que j'ai ouverte en 2015 qui s'appelle Sherlock's Mind, qui a été faite pour continuer à produire mon spectacle, mais pour accueillir une future activité potentielle si jamais je me lance sur YouTube, ce que j'ai fait. Et surtout je voulais effacer, tu sais, quand tu montes des boîtes, à chaque fois, tu découvres des choses et tu comprends des choses par l'expérience. Et là, quand j'ai monté celle-ci, j'ai dit, ça devrait être la dernière. Ou en tout cas, ça devrait être une solide pour très longtemps. D'accord. Alors que d'habitude, je pouvais fermer en 1, 2 ou 3 ans, quoi. Et c'est le cas parce que, en fait, elle a toute l'expérience passée. Et j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant aussi bien à la construction même administrative, puisque j'ai monté les boîtes pour les potes et tout ça encore aujourd'hui. Alors écoute, on va en parler parce que franchement, je connais peu de gens qui me disent je kiffe l'administratif, tu vois. C'est un casse-tête c'est ça qui te plaît en fait. Est complètement soluble pour le coup. Bah oui. Et puis après, j'aime bien le côté. Moi, j'ai jamais eu de honte à dire. Les peu de fois, on m'a posé la question. On m'a même reproché parfois de gérer mon spectacle comme un produit. Et ma réponse immédiate, ça a toujours été mais j'ai choisi d'être artiste, pas d'être pauvre. Donc pourquoi est-ce que je vais mal gérer ça? Pourquoi je vais pas m'inspirer de ce qu'en font les grosses sociétés en essayant de comprendre ce qu'elles font pour le réappliquer à mon spectacle? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Puis si je ne peux pas t'interrompre, ça n'est qu'appliquer ce que tu fais au quotidien, c'est-à-dire comprendre la psychologie des gens dans ton propre métier, quoi. Ben oui, et ce serait quand même bête de ne pas le faire, surtout quand on se rend compte que faire les bonnes choses et les bonnes strates mêlé à la sincérité, c'est assez exponentiel comme résultat. Et je l'ai vécu plein de fois. Je l'ai vécu à la sortie de mon livre où clairement ça a été un lancement très réfléchi en termes de marketing, etc. Mais ça n'a fonctionné que parce que c'était sincère. Et il y aurait eu que la sincérité, ça aurait fonctionné 1 ou 2 mois, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, ce livre-là,
je sais même pas combien on est en vente, mais on est dans 13 pays. C'était complètement inattendu, quoi, tu vois. Non, mais donc c'est génial aussi de s'intéresser à cette branche-là de notre métier, tu vois, qui est le créatif, c'est le produit, c'est tout ce que c'est même pas le produit, le créatif, c'est la ligne de production, tu vois, et il va en ressortir des choses, mais il faut forcément un directeur de la communication, des stratégies, un directeur commercial derrière ça pour gérer, quoi. Non, mais c'est hyper intéressant, c'est de dire, en fait, c'est pas parce que tu es sincère et que tu fais un travail même artistique ou que tu essayes de créer quelque chose que tu dois pas y mettre une intention et une réflexion par rapport à ton marché, par rapport au fait que ça fonctionne, en fait, tout simplement. Mais ouais, et à l'inverse, j'ai vu aussi des stratégies de business que je considère comme étant des œuvres d'art, tellement elles ont été malines et efficaces. Donc tu vois, on peut même trouver de l'artistique là-dedans, dans des manières de faire où tu te dis waouh. Ou pour rester sur un ton sur ton, artistique sur artistique, tu regardes le parcours de Stromae. C'était juste des grandes leçons en fait de lancement, de communication, que je me suis inscrite sur des petits papiers en me disant mais pourquoi il a fait ça et pourquoi ça m'a marqué à ce point et pourquoi c'était un coup de génie, tu vois. Et après tu redécortiques derrière et tu retombes sur de la stratégie d'entrepreneur. C'est important pour toi les modèles comme ça, je veux dire pas forcément tu vas avoir un mentor ou un truc comme ça, mais je trouve ça, enfin j'ai constaté pour avoir invité pas mal de gens sur le gratin que en réalité très souvent, ce qui fait la puissance de quelqu'un, c'est qu'il arrive à identifier justement ce que tu dis quand quelqu'un est brillant dans un domaine. C'est ça. Et ensuite, il l'identifie, il l'analyse. Oui. Et il le reproduit à sa manière en étant sincère. Ouais. Pour moi, en tout cas, je sais pas pour les autres, mais c'est vrai que ça m'impacte beaucoup. J'apprends par les autres, en fait, en permanence. Je suis autodidacte dans ce que je fais, donc j'apprends par les autres. Et j'apprends sur plusieurs couches aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'au début je crois avoir compris quelque chose et puis après tu ouvres une nouvelle trappe, etc. Et donc une personne va jamais m'inspirer à 100%, mais je vais trouver des choses qui résonnent et comme tu dis, les analyser et après les reformuler ou en tout cas m'en inspirer. Et j'ai aussi des modèles de pourquoi ça n'a pas marché alors que ça aurait dû marcher lui. C'est intéressant. Donc j'ai des exemples concrets, j'en ai un que je vais pas citer évidemment, mais où je me suis dit, cette personne-là, dans son domaine, aujourd'hui devrait avoir bouffé le marché. Et je le connais, cette personne personnellement, ainsi que ses équipes, et je me dis, mais comment ça se fait? Parce que je détecte 4-5 opportunités sur ces 10 dernières années où ils auraient dû devenir des leaders. Et ils ne le sont pas devenus. Et là aussi, je trouve ça hyper intéressant de me dire, il faut que je comprenne pourquoi ils n'ont pas transformé l'essai. Ça, c'est hyper important aussi de comprendre les succès, mais aussi les échecs ou les succès manqués. Et ça, c'est qu'en observant les autres. Et du coup, tu peux observer qu'en aimant. Donc, en fait, il faut aimer plus que font les autres. Est-ce que tu pourrais me donner, parce que j'aime bien quand même rentrer dans des détails un peu spécifiques avec le gratin, je pense que ça aide beaucoup mes auditeurs en fait à vraiment comprendre. Est-ce que, sans dévoiler quelque chose, mais qui ne serait pas dévoilable, tu aurais un exemple concret, soit justement de quelque chose que tu as analysé comme en fait une raison d'échec, ou à l'inverse une raison de succès dans peu importe quel domaine à la rigueur, et que du coup tu t'es approprié, et comment tu t'es approprié? Oui, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Julien Loza, qui travaille dans le mentalisme aussi. Je le trouve brillant plus que moi, tu vois, dans le domaine, parce que c'est une bibliothèque en plus sur pattes, il a toute l'historique en tête et du coup, il a plus de données pour créer. Et quand il a commencé à jouer à Paris à l'époque, je comprenais pas que lui, par exemple, il bascule pas plus vite et plus rapidement au-dessus de moi. Donc, j'ai analysé sa stratégie, etc., pour comprendre. Et en fait, il y avait un problème d'alignement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plan à plus 1 an, ou plus 2 ans, ou plus 3 ans. Il n'y avait pas de goal autre que de faire le métier au mieux et espérer avoir aussi la bonne rencontre. Donc, c'était plus un travail, il avait plus un travail de passif sur la gestion de son business. Finalement. Exactement. Et en attente d'opportunités. Et ça, par exemple, de le constater chez lui, ça m'a boosté du coup à déclencher mes opportunités. Alors que j'aurais pu aussi avoir le même profil que lui, parce que j'étais pas mieux que lui ou moins bien que lui. On était à peu près au même niveau au même moment. Et c'est toujours plus simple en fait de faire l'analyse de l'autre que de la sienne, parce qu'on n'est pas parasité par plein de paramètres émotionnels, affectifs ou de qui on croit être, qui on veut être. Donc ça m'a poussé au cul, par exemple,
dans un exemple très concret et avec des mots très crus. Vas-y. On est plus que PG-13, tu sais. Ça va. Et à l'inverse, si je reste toujours dans le domaine de la scène, parce que c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de réflexion dans ma vie, c'est il y a deux mecs qui m'ont beaucoup inspiré sur la scène. C'est Alexandre Astier et le comte de Boudherbala. J'adore les deux. Le comte de Boudherbala, ce qui me fascinait, c'est que ce mec remplissait des grosses salles partout et on le voyait dans aucun média. C'est vrai. Et je me suis dit, mais comment ça se fait, etc. Donc j'ai remonté aux prémices, même s'il a eu le Jamel Comedy Club en espèce de lancement au départ. Après, il a fui tout ça. Et je me dis, mais comment il peut remplir ça? Et donc j'ai analysé toute sa stratégie et je me suis aperçu qu'il faisait énormément de tournées tous les ans et qu'il repassait dans les mêmes villes en augmentant ses jauges. Donc je me suis posé la question de l'intérêt de faire ça. Et l'intérêt de faire ça, en fait, il est tout bête. C'est qu'en repassant pas trop longtemps après, un an après, tu as encore ceux qui ont vu le spectacle, qui ont aimé, qui génèrent encore un bouche à oreille, et donc qui vont peut-être revenir pour le plaisir, revenir avec quelqu'un ou envoyer quelqu'un voir ça. Les médias aussi sur place ont pu constater un succès, donc c'est très intéressant parce que ça crée un public solide. C'est pas un colosse au pied d'argile, c'est un public c'est du vrai qui dit, bouche à moi oreille, je l'ai vu dans un 200 places, c'était formidable, depuis ses débuts, il passait chez nous, nanana. Tu vois, et du coup je me suis dit, mais en fait il a raison, il faut appliquer ça, et donc je suis en tournée depuis 10 ans. Et aujourd'hui, je constate encore. Alors, j'ai jamais rencontré Samy, le comte, tu vois. Donc, peut-être un jour, il apprendra que c'est lui, je me suis inspiré de ça. J'espère qu'il écoute le podcast, si tu vois. Mais un exemple très concret, à Lyon, sur un an, la première fois, j'ai joué dans un 50 places qui s'appelle le Rideau Rouge, ou un peu plus 80. 4 mois après, du coup, j'allais en programmation à l'Espace Gerson, c'est 110 places. J'y ai joué 15 jours. Et puis, à la fin de cette même année, au mois de décembre, j'ai joué à la salle Rameau qui a 800 places. Et c'est grâce à l'analyse de ce que faisait le comte de Boudherbala que je me suis dit, c'est possible de faire un 800 places à la salle à Lyon alors que j'ai jamais joué là-bas. Il suffit de travailler correctement la ville, palier par palier, en prenant son temps, etc. Ça, c'est pour la partie, tu vois, tournée où je me suis inspiré de lui à 100%. Franchement, c'est une leçon de bon sens, en fait. Bah oui, complètement. Mais que comme j'adore. Souvent, hein, mais bien sûr, mais en fait, c'est génial de le rappeler parce que si tu veux, tout le monde est persuadé que l'entrepreneuriat, réussir, etc., c'est faire des choses hyper compliquées et tout. Non, en fait, déjà. C'est poser les briques. Et après, c'est sûr que quelqu'un qui regarde de loin, il va retenir que, tiens, Olicard, à Lyon, il a fait le 800 places, le 1002 et le 2000. Mais parce que le reste est moins visible, mais c'est bien ça, sûr. C'est le ciment de départ. Sans ça, il n'y a pas le reste. Et Alexandre Astier, de la même manière, je suis assez fasciné par l'homme, l'artiste et l'entrepreneur. J'aimerais bien l'avoir aussi sur le podcast, si tu le connais. On le veut tous, on le veut tous. J'avoue. Non, j'ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer. Je dis pas encore parce que je compte bien un jour. Lui, par exemple, son dernier spectacle, l'Exoconférence, je suis allé le voir 2 fois. Non, 2 fois. Et une fois après en vidéo. Mais une fois pour voir un spectacle, une fois pour analyser la mise en scène, et une fois pour analyser tout le reste. Tu vois. Lui, il m'a déclenché le fait de faire ce que je veux sur scène. C'est-à-dire que je suis passionné de plein de choses, de science, de mentalisme, de cerveau, de trucs qui sont chiants au possible à lire sur le papier. Surtout que moi, je me tarde quand même d'être dans le milieu humour depuis le départ, tu vois. Ouais. Et en voyant que lui pouvait créer des choses qui sont pédagogiques, intéressantes et très drôles, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. On n'est pas obligé d'aller chercher un rire toutes les 10 secondes. Dans le spectacle d'Alexandre Astier, tu rigoles pas toutes les 10 secondes. C'est pas du tout du stand-up tradi, quoi. Par contre, en sortant de la salle, je peux te dire, j'avais les oreilles grandes ouvertes et j'entendais des gens, putain, j'ai jamais autant ri. Et en fait, non, ils ont jamais autant souri, mais ils ont eu l'impression d'avoir ri tout le long. Et je me suis dit, ok, grâce à lui, je peux me détacher du rire. Je ne suis pas obligé d'avoir une montre bling-bling pour faire voir que je suis riche. Je ne suis pas obligé d'avoir un spectacle où on rigole toutes les 10 secondes pour dire que c'est un spectacle d'humour. Et si tu regardes toute sa carrière et toutes ses interviews, tu ne te dis pas ce mec, c'est un humoriste. Tu ne te dis jamais ça. Mais pourtant, tu sais qu'il est drôle. Et tu sais que tu vas toujours avoir la pêche et la banane. Et je trouve que c'est une stratégie, si on l'extrapole, entrepreneuriale, qui est très forte, en fait, de se dire, il n'a pas besoin de montrer sa force dans un domaine, puisqu'on le sait déjà et on l'admet. Et le fait de ne pas la montrer démontre cette force-là. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne cherche pas à te vendre ça. Et puis après, sa manière de communiquer aussi, je le trouvais très, très intéressante. Quand j'ai commencé à faire beaucoup de médias, je me suis aussi inspiré de lui, de comment tu solidifies, comment tu peux répondre à des questions qui te piègent. Est-ce que tu es obligé de répondre à toutes les questions ? C'est lui
sans le savoir, qui m'a appris ça dans tous les domaines de ce que je fais. Je vais te donner un exemple très concret, mais qui a fini de me débloquer. C'est peut-être ma dernière leçon d'Astier que j'ai retenue. On lui a posé la question de mariage pour tous. Est-ce qu'il était pour ou contre et qu'est-ce qu'il en pensait? Et sa réponse, il commence à dire « je m'en fous complètement ». Et on sent qu'il y a un petit malaise par rapport à cette réponse. Il fait « ah non, mais je m'explique, en fait, comme je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas concerné. Et je ne peux pas prendre un avis sur quelque chose qui ne me touche pas personnellement. Donc je fais confiance aux personnes que ça touche personnellement, à savoir les homosexuels, pour mieux savoir que moi s'ils ont besoin de se marier ou pas entre eux. » Et j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, c'est une manière de répondre sans répondre, mais en expliquant pourquoi la question est idiote sans le dire. Tu vois ? Exactement, ouais. Et ce que j'allais dire, en fait, c'est une manière quand même d'être sacrément ironique quand même vis-à-vis du journaliste qui te pose la question, quoi. Exactement. Mais tout en restant respectueux quand même. Tu es très respectueux et tu vas vraiment dans la philosophie du sujet quand même. Et ben tu vois, cette leçon, elle me sert même aussi en tant qu'entrepreneur sur des discussions avec des investisseurs ou avec un banquier ou avec qui tu veux. Tu as aussi ces questions un peu gênantes en fait. Et ça m'a beaucoup plus servi là-dedans, dans le pro privé, que en fait quand j'ai un micro dans la main, tu vois. Donc ça aussi, c'était assez inspirant de pouvoir voir sa manière de communiquer et de créer sa légende en même temps, qui est encore un autre point, mais il est légendaire et on ne devient pas légendaire par hasard, tu vois. Donc il faut savoir pourquoi et la parcimonie aussi de ce qu'il donne, alors que tu le sens très généreux. Elle participe à ça et c'est lui qui m'a fait comprendre un truc que j'utilise pour moi. Il n'a jamais dit ces mots, mais c'est mon interprétation. Ce que tu constates, ouais. Ce mec est accessible mais pas disponible. Et ça s'arrête là. Et si tu es accessible et pas disponible, ben en fait tu es légendaire aussi, tu vois. Parce que c'est pas je suis persuadé, en tout cas il ne renvoie pas l'image du mec qui dirait non, rien ne m'intéresse. Tout l'intéresse, mais il n'a pas le temps. Passionnant, évidemment. L'autre truc que je constate quand même, enfin en tout cas ce que ça m'évoque, c'est quelque chose, je trouve que tu fais aussi très bien, c'est qu'il a réussi du coup à vraiment assumer ses différences et à même en faire une force. Exact. Et toi, pour avoir du coup beaucoup consommé tes contenus, beaucoup regardé, ce que je trouve vraiment très différent, et j'imagine, tu vas me dire si c'est une des raisons pour lesquelles aussi tu as réussi à autant émerger, c'est que le paradoxe en fait, c'est de parler de sujets finalement complexes, intellectuel, mais d'y mettre cette touche d'humour qui correspond à ta personnalité d'après ce que je comprends, et donc c'est que t'es quand même aligné. Donc t'es aligné, mais en même temps tu rajoutes la couche par-dessus qui est tu arrives à montrer que tu as une vraie différence. Tu es unique finalement à proposer ça. Enfin, peut-être que maintenant il y a des gens qui te copient, tu vois, mais je veux dire, à la base quand même, c'est plutôt pas fréquent. C'est finalement ton point de différenciation, quoi. Ouais. Et ça, est-ce que c'était quelque chose qui était conscient pour toi, ou est-ce que t'as mis du temps à assumer justement ce côté, en fait, je vais quand même avoir de l'humour et parler de choses intelligentes d'une certaine manière. Enfin, comment est-ce que ça s'est fait, tu vois, d'arriver finalement à cette plateforme de marque de Fabien Olicard qui est de vulgariser la science avec humour? Il y a eu plusieurs étapes. Au tout début, je voulais pas être drôle. Et en fait, c'est ma forme naturelle d'expression. Et du coup, je disais des trucs... Pourquoi tu voulais pas être drôle ? En fait, c'était pas une envie, tu vois, particulière. C'est pas que je me mettais pas en contre, mais c'était pas un but, tu vois. Et en fait, je me suis aperçu dans mes premières conférences il y a quelques années, avant d'être vraiment sur scène en tant qu'artiste, que toute manière, je peux pas m'empêcher de faire rire. Si je voyais une perte de rythme, je faisais une blague, c'était trop naturel. Donc, je me suis dit, jette-toi dans le courant plutôt que d'essayer de construire un barrage avec des bouts de carton, quoi. Et ça m'a convenu. Sauf qu'après, je suis tombé sur le pendant inverse, effectivement, qui était d'aller dans les théâtres d'humour. Et quand dans un théâtre d'humour, tu pitches ton truc pour la première fois dans les petits théâtres, etc., et qu'on dit, attends, j'arrive pas à me projeter parce que le mentaliste, personne ne savait ce que c'était. Encore aujourd'hui, on connaît le nom, mais on sait toujours pas ce que c'est. Tu vois, je vais te demander, t'inquiète pas la définition. mais on dit, concrètement, tu fais quoi? Alors, moi, j'étais là, tu vois, par exemple, les décimales de pi, tu vois, ça va jusqu'à l'infini. Et donc, moi, j'ai un sketch là-dessus où je les récite de mémoire et tout. Et les gens devenaient blancs, livides. C'est clair, genre la peur panique en se disant, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, mais pas du tout, on ne veut pas ça. L'échec. C'est clair. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est en m'inspirant de Sephora. Un jour, vraiment, en marchant devant chez Sephora, je me suis aperçu qu'en y rentrant 15 jours avant, j'avais eu un échantillon et que du coup, j'y retournais pour acheter le parfum. Et en allant chez Sephora acheter le parfum, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je donne des échantillons. Et là, ils auront envie de me prendre. Donc, je saoulais plus les gens pour qu'ils me programment, je saoulais les gens pour qu'ils m'offrent 10 minutes que je leur fasse un extrait.
Et c'est comme ça que j'ai eu ma programmation dans un théâtre qui voulait pas programmer de mentaliste et de magicien, il n'y en a pas eu depuis moi. Et après, je suis allé au Point Virgule qui voulait pas de mentaliste et magicien, il n'y en a pas eu depuis moi. Et tu vois, j'ai accédé comme ça à des places où, à la base, on croyait qu'on voulait pas de ça, mais en fait, on en voulait un peu, mais on savait pas. Dans ce que tu dis, ce que je constate, et j'ai l'impression que c'est le cas aussi dans d'autres choses que tu as dites précédemment, que tu arrives à faire des ponts entre des sujets qui n'ont strictement rien à voir. C'est-à-dire, là, tu me parles d'échantillons de chez Sephora. Franchement, pour se dire qu'il y a un lien avec finalement faire des échantillons de comédie, ce que en fait est brillant, mais c'est en fait une gymnastique de pensée quand même particulière. Et je trouve ça très fort. Ça me rappelle en poésie, tu sais, il y a des figures de style dans lesquelles comme ça justement tu passes en fait d'une idée à une autre par un pont. Comment c'est quelque chose que tu cultives, c'est quelque chose qui est naturel, c'est peut-être une question un peu stupide que je veux dire, mais en fait je suis étonnée en fait et du coup je suis intéressée et j'aimerais bien réussir à faire la même chose. Donc en gros comment tu fais? Alors il y a une toute petite partie naturelle au départ, parce que j'ai une pensée en arborescence. Alors aujourd'hui, tout le monde a une pensée en arborescence et tout le monde est au potentiel. Mais de base, j'ai une vraie pensée en arborescence, c'est-à-dire c'est autant un problème qu'un avantage. C'est-à-dire que si j'ai une idée, je vais avoir toutes les ramifications, même les plus inutiles qui me viennent en simultané. Et il faut que j'éjecte tout ça et on met en place. Et ça peut faire serrer mon équipe qui en a marre de moi dans ces moments-là, tu vois. Mais par contre, ça me permet aussi de d'identifier ce genre de choses. Et si tu mets ça en parallèle du fait que je suis assez désincarné, je me considère assez peu en tant qu'être humain. Qu'est-ce que tu veux dire désincarné ? Désincarné, j'oublie que j'ai un corps, j'oublie que j'existe physiquement parlant, tu vois. Ce qui fait que ce que je peux produire moi sur scène, je ne pense jamais à moi qui vais sur scène. Je vois le spectacle comme un produit à ce moment-là, tu vois, qu'il faut faire le mieux possible. Et donc, je crois que j'ai moins de mal à faire le pont entre Sephora, du coup, et mon spectacle, puisque mon spectacle étant un produit qui se livre, tu vois, et qui doit avoir, de la même manière, je veux qu'un spectateur, je dis pas j'ai envie qu'il soit bien accueilli, je dis j'ai vraiment qu'il ait la meilleure expérience utilisateur du moment où il achète le billet au moment où il rentre chez lui, tu vois. Donc, j'ai les mêmes parallèles, du coup, qui se font, mais un peu automatiquement. Et la chose que j'ai travaillée, donc qui peut t'intéresser, c'est en écrivant des choses pour faire rire. J'ai une méthode de travail qui m'a été soufflée dans l'oreille un jour par Verino, un humoriste, à qui on a fait plein de choses. Je ne sais pas s'il se sert d'ailleurs ou pas de ça encore aujourd'hui. Tu sais, des fois, tu donnes un conseil à quelqu'un, et puis 10 ans après, il te dit c'est ton conseil qui m'a débloqué. Tu te dis mais quel conseil, de quoi j'ai été parlé? J'ai plein de phrases comme ça de gens, quand je les cite, ils me disent je t'ai dit ça un jour, moi. Je vois totalement. Et Verino, il me dit, quand tu veux écrire sur un sujet marrant, déplace la caméra et change le point de vue 1000 fois. D'accord. Et en fait, en gros, c'est-à-dire que lui, il a écrit un super sketch sur les boîtes de médicaments et avec le fait, par exemple, que la notice, c'est toujours relou, elle est toujours du bon côté, etc. Il a changé la caméra pour devenir la notice. Et du coup, la notice, c'est une mission d'être toujours du mauvais côté. Donc, elle bouge dans la boîte quand elle sent qu'elle est ouverte, etc. Et puis après, il change la caméra pour voir du point de vue de la boîte. Il change la caméra en dézoomant pour voir la personne qui a la boîte dans les mains. Et il dézoome comme ça de plein de manières. Et ça, je ne l'ai pas tant gardé pour l'écriture des spectacles que pour tout ce que je produis, moi, en permanence, de me dire comment on peut changer ça. Et ça me donne toujours un milliard d'idées. Il y a un truc que je n'ai pas fait. Mais par exemple, si je devais refaire le Festival d'Avignon, encore, tu sais, qui est un festival artistique, tous les années, je réussis à avoir des choses qui n'ont jamais été faites en communication à Avignon. C'est un peu le nerf de la guerre, tu vois, et qui sont faites après l'année d'après parce que je les ai faites, donc il faut que je rechange, tu vois. Et là, si je devais le refaire cette année, j'ai un milliard d'idées, mais encore parce que je redéplace en me disant comment on peut contourner, comment on peut filmer différemment, et je cherche où sont les contraintes. Parce que dès que tu as les contraintes, tu réfléchis mieux, parce que tu cherches à trouver une solution. Si tu n'as pas de contrainte, tu as la feuille blanche. Bien sûr. Et tu fais avec. Donc le truc de la contrainte, avec toujours le pont de Sephora et l'échantillon, je l'ai eu parce que je voulais absolument les théâtres spécialisés en humour qui ne voulaient pas de moi à la base, parce que je savais que du coup j'allais ressortir dedans en termes de couleurs. Donc ma contrainte, elle était déjà établie. D'accord. Ils ne veulent pas de ce que je fais. Donc comment on trouve les trucs? Comment est-ce qu'on trouve la solution, quoi? Donc mais de la contrainte naît quand même beaucoup la créativité. Énormément.
Écoute, là tu m'as beaucoup parlé en filigrane de ce que tu fais. C'est un peu le but du podcast en même temps, donc t'inquiète pas. Je suis plutôt contente. Mais au final, on ne parle pas du tout de ton activité quand même principale, qui est donc le mentalisme. Et tu m'as dit que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le mentalisme. Je t'avouerai que je pense que je serais bien incapable de donner une définition. J'ai essayé d'expliquer à Agathe qui est ici qu'est-ce que c'était avant de venir, mais je pense que tu es mieux placé que moi pour l'expliquer. Et donc si ça te va, je veux bien que tu nous donnes une définition simple du mentalisme et évidemment comment t'es tombé dedans aussi, même si beaucoup de gens connaissent l'histoire, mais quand même pour la répéter pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas. Oui, mais c'est pas inintéressant d'en parler parce que si la question se posait pas, on aurait pu en parler, tu vois. Et tant qu'elle se pose, ça vaut le coup. Les premières phrases que je dis sur scène, c'est il y a 10 ans, j'arrivais sur scène et on savait pas ce que c'était le mentalisme. Et aujourd'hui, quand j'arrive sur scène, on sait toujours pas ce que c'est. On connaît le mot, mais ça a pas changé. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Parce qu'il n'y a jamais eu de définition au monde légalement derrière ce mot. Personne n'a pris un papier et un crayon. Donc, le mot existe depuis très longtemps, par opposition au matérialisme, par exemple. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il faut voir qui s'est accaparé de ce mot-là. Alors, ça a été les médiums à une époque, les magiciens également, dont je fais partie. Je suis issu de la magie, avant de dériver vers le mentalisme. Mais on pourrait dire aussi un mec en dev perso. Et il y a des voyants aujourd'hui qui se font appeler mentalistes. Toutes ces personnes-là ont raison. La psychologie presque peut être borderline avec du... En fait, toutes ces personnes-là ont raison. Tant qu'il n'y a pas de définition, la sienne est juste, en fait. C'est ce que je me prête... J'aime souvent dire, tu vois, ma définition n'est pas meilleure que les autres. Bon, et puis avoir une définition, enfin, qui est une seule définition sur un sujet, même souvent, c'est rarement le cas quand même. C'est ça. En gros, je pense qu'il y a deux courants de pensée. On peut dire qu'il y a deux courants de pensée. Il y a le full magicien, ou en tout cas art de la scène. Quand je fais du mentalisme sur scène, c'est fait pour bluffer et tous les coups sont permis. Et je vais aller piocher quand je suis sur scène dans le milieu de l'illusionnisme, de la psychologie, de l'influence, de la mnémotechnie, dans tous les milieux avec le but principal de faire rire et de bluffer les gens. Après, il y a le mentalisme hors scène. Et là, pour moi, et c'est d'ailleurs un problème que j'ai avec une partie de la communauté des magiciens qui peuvent me prendre pour un charlatan, parce qu'ils disent, mais il ne peut pas ramener ça ailleurs que sur scène, puisque parfois on utilise des trucages. Mais en fait, il y a aussi 70% ou 75%, ou 90% de choses qui marchent avec le cerveau. Donc ces choses-là, pour moi, on peut les extrapoler dans le quotidien sur des actions réelles et concrètes. Les moyens mnémotechniques que j'ai eu plaisir à apprendre dans ma vie et dont je me sers sur scène pour bluffer les gens, j'ai autant de plaisir à les apprendre aux gens, sauf que si je leur apprends le système tout bêtement, ça va jamais leur servir. Si je leur dis comment retenir un numéro de téléphone ou le prénom de 100 personnes quand ils arrivent dans un endroit, c'est du concret et ça leur sert. Et donc moi, je mixe les deux. Aujourd'hui, que ce soit sur scène ou en dehors de la scène. Et pour moi, le mentalisme, c'est ça. C'est soit mieux comprendre comment marche son cerveau et comment marche celui du voisin pour mieux communiquer ensemble d'une manière générale. Parce que, par exemple, on parle souvent de négocier. Négocier, c'est communiquer, tu vois. Convaincre, c'est communiquer. Comprendre, c'est communiquer. Être empathique, c'est communiquer. Et donc, pour divertir et bluffer. Je crois ces deux-là. Et pour moi, voilà, la définition du mentalisme est assez large pour dire que c'est un sac fourre-tout. Et chacun va y mettre des techniques d'autres domaines qui, eux, sont précis pour en faire un agglomérat. On dit mentaliste, c'est plus simple. Donc moi, dans cette grosse valise, je mets illusionnisme, influence, psychologie, mémoire. Et puis, je peux aller aussi piocher une touche de quelque chose d'autre dans un autre domaine que je viens de découvrir parce que c'est intéressant. Il n'y a pas de limite à ce que je peux mettre dans mon sac de mentaliste. Tu vois. Et donc, comment est-ce que tu es tombé dans, d'abord, j'imagine, le monde de la magie et ensuite, par transitivité, dans le monde du mentalisme? Les deux sont connectés immédiatement. Je suis tombé sur un livre quand j'étais petit qui se vendait au vide-grenier de mon village. Je fais cette tête-là parce que vraiment j'habite un village de 1200 habitants. Si tu le recommanderais quand même, ce livre? Oui, quand même. Si, c'est un chouette livre d'époque en plus, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis au nord de La Rochelle, en race campagne, il y a 1200 habitants. Ce bouquin est plutôt un bouquin pour des pros, en fait, des magiciens. Il ne doit pas se retrouver là. Il ne doit pas se retrouver à ce prix-là non plus, parce qu'il est à 10 francs. Bref, j'achète ça avec mes 10 balles. Et je feuillette ça, j'apprends les tours de cartes. C'est des planches dessinées à la main, tu vois, c'est un vieux bouquin. Et le dernier chapitre s'appelle « Il n'y a pas de trucs ». Et c'est des trucs de mentalisme. Donc, c'est principalement de la mnémotechnie, des influences psychologiques et tout. Alors ça, je trouve ça génial. Si tu fais un tour et à la fin, il y a rien, quoi. Il n'y a pas de trucage d'objets ou de manipulation digitale. C'est de la vraie magie. Quand t'es petit, t'as 8 ans, c'est fou, quoi. De poser 4 cartes sur la table, de dire à tes parents, vas-y, prends-en une des 4. Il prend une des 4 et tu dis, regarde, c'était prévu. Et ton père, comme toi, tu sais que
Ça s'est passé qu'avec les mots. Tu vois, c'est pas des cartes spéciales. Des trucs, quoi. Et ça, c'était fabuleux. Donc, ça m'a excité parce que ma caractéristique de base depuis la naissance, c'est la curiosité. Tout part de là. Je suis hyper curieux, trop curieux. Du coup, je peux aussi être moyen partout parce que tu t'intéresses à tout, donc tu creuses pas, tu vois. Si. Elle fait une très, très gentille, vous savez, mais je fais, je crois, 7 ou 8 instruments de musique. Ouais. Mais s'il y a quelqu'un qui sait jouer de l'instrument, je n'en jouerai pas parce que je suis nul à côté, tu vois, mais tu touches à tout, on va dire. Donc, je continue dans cette voie-là. Je vais à la bibliothèque de mon village et du coup, au lieu de chercher d'autres livres de magie, je cherche plutôt des livres de psychologie, de philosophie aussi, je tombe en même temps là-dedans, de marketing. Et quand je trouve les livres de marketing, j'ai l'impression de lire un livre de mentalisme à ce moment-là. Je trouve ça passionnant. Les neurosciences, c'était le balbutiement. Je trouve ça fascinant. Comme je suis fasciné aussi par l'astrophysique, les sciences dans son global. Mais là, pour moi, c'était du mentalisme, tout ça. Donc, j'ai continué dans cette voie. À la question pourquoi ça plus qu'autre chose, là, la réponse, elle est simple. Quand tu es petit, je crois que tout se présente à toi. Tu sais, le sport, le dessin, t'as tout. Et en fait, après, il y a un truc qui résonne. Et ça, tu sais pas pourquoi. Mais moi, c'est ça qui a résonné. Et j'en avais pas du tout pour volonté d'en faire un métier au départ, tu vois. Ça, c'était censé être la passion de toute une vie, quoi. Et quand on me dit aujourd'hui, comment tu te fais pour mettre à jour, tu dois lire des articles en permanence, des machins et tout ça, mais c'est pas une corvée. Oui, t'es curieux. C'est une passion donc en fait, de base, j'adore ça. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu ne voulais pas en faire un métier. Une question que je pose souvent sur le podcast, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit? Et en fait, j'allais pas te la poser parce que je me disais, tu vas évidemment me dire magicien. Pas du tout. Ça vient beaucoup plus tard. Le vrai métier que je veux faire durant très longtemps quand je suis petit, c'est informaticien. Je suis fasciné par l'informatique au balbutiement de l'ordinateur familial, on va dire. J'adore ça au point... Alors, je viens d'une famille... Ce qui est assez rare quand même, parce que si je me trompe pas, t'es de 82, c'est ça? Ouais. Donc moi, je suis de 83, donc je vois bien, à l'époque, il y avait 3 pauvres Atari qui se battaient en duel, c'était quand même pas... Mais moi, je suis fasciné vraiment par ça, mais quand je te dis fasciné, c'est une obsession, quoi, tu vois. Et famille hyper modeste, donc pas du tout les moyens de s'acheter un ordinateur, tu vois. On manque de rien, mais on peut pas imaginer le superflu comme ça. Et du coup, pour mon anniversaire, je demande à ma mère qu'elle m'abonne à un magazine d'informatique qui t'explique tous les tricks sur les ordis, etc. Et donc, durant 1 an, ça, plus la bibliothèque, plus des prêts de livres, je sais me servir d'un ordinateur, je sais programmer en visual, en basique et en C++, mais j'ai jamais touché un ordi de ma vie. Et du coup, je passe une annonce dans mon village à la boulangerie, tu sais, là, le classique, trop drôle. en disant, je donne cours d'informatique. Et du coup, énorme. La première fois, t'avais quel âge? J'avais, je dois avoir 12 ans, à ce moment-là, 13 ans peut-être. Incroyable. Tu vois, et le premier ordi que je touche de ma vie, c'est une anecdote, je crois que j'ai jamais raconté en public, c'est pour donner un cours d'informatique et dépanner d'ailleurs un ordi à l'adjoint au maire de mon village, en me faisant payer quoi, en espèces, quoi, comme un gamin. Mais je lui solutionne et je lui donne un cours, mais c'est la première fois que je touche un ordi de ma vie. C'est littéralement la première fois que tu touches. C'est tellement drôle. Et ça, c'est... et voilà, et j'adore ça. Et du coup, pour moi, c'est obligé. Je ferai dans l'informatique mon métier, quoi. J'aime trop ça. J'économise et je travaille en dehors des cours dans le bistrot de mon village de manière complètement illégale, mais je peux le dire parce qu'elle a pris sa retraite depuis, elle n'aura pas de problème, pour économiser des sous. Et je crois que c'est en 4e, du coup, que mes parents, me voyant faire ça, me mettent un petit peu au bout et je peux acheter mon premier ordi moi-même. Et je suis en 4e, fin de 4e. Et je continue, toujours en pensant que je vais faire de l'informatique mon métier. Et ça se fait pas pour plein de raisons. La première chose, c'est en 3e, il y a un concours pour le lycée de Poitiers, du Futuroscope, qui avait un parc informatique incroyable, etc. Je réussis le concours, mais mes parents n'ont pas les moyens de me payer l'internat et cette école-là. Donc je leur en parle même pas, parce que je n'ai pas envie de les faire culpabiliser. Et je passe à côté de ça, et déjà je commence à me dire, tu vois, ce sera pas pour moi. Et au lycée, après, je me rends compte des études qu'il faut faire pour faire ce que j'ai envie de faire. Et les études, ça le fait pas pour moi. Et moi, je compte bien aller jusqu'au bac et fin de l'histoire. Et donc là aussi, je reviens sur mon truc de mon rêve d'enfant d'être informaticien ne voulait pas dire grand-chose, si ce n'est travailler avec des ordinateurs, quoi, tu vois. Et plus le temps passe, plus je m'assouvis aussi tout seul en perso avec mes ordis. Tu vois, j'ai pas besoin. Bien sûr. Je sais créer des sites, je peux passer. S'il y a bien un domaine dans lequel, en plus, il faut être autodidacte, c'est. Moi, j'ai passé des 48 heures à programmer un logiciel
qui va générer aléatoirement 2 voitures avec des vitesses aléatoires. Et quand il y a une voiture qui arrive derrière une plus lente, elle la double et elle se rabat. Juste pour comprendre comment ça marche, tu vois. Donc, en fait, je suis complètement comblé de ça, quoi, tu vois. Et donc, je suis ça pousse à la terme où je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais je sais que j'ai envie de travailler. Parce que j'ai ouvert ma première boîte à 17 ans. Donc, avant. Qui était une boîte de quoi, du coup, informatique? Je vendais des nappes. Tu vendais des nappes? Sur les marchés en polyester, infroissable, anti-tache. Juste pour gagner des sous, quoi. Genre gagner un moyen, enfin juste. Ouais. En fait, je rencontre quelqu'un qui vend ça et c'est un produit très innovant. Bah, aujourd'hui, c'est complètement commun, mais avant, il y avait que l'étoile cirée chez les gens, tu vois, ou l'étoile en tissu, en coton, quoi, tu vois. Et donc ça, c'était un peu révolutionnaire. Et il y a un coup à jouer, je trouve. Et du coup, je me mets dans ce business-là en me disant, mais moi, je peux aller déballer au marché dans l'île de Ré, au marché de Rochefort, de Châtelaillon. Et puis, je me rends compte que ça va être l'été. Donc, je peux peut-être dealer un truc avec les campings pour faire un déballage chez eux la journée. Et tu vois, et en fait, je me lance là-dedans en prenant une patente de juillet à août, alors que je travaille de juin à octobre, tu vois. Donc, je l'ai ouverte et fermée comme ça, juste le temps d'être légal, on va dire. Et je travaillais depuis donc l'âge de 12-13 ans au resto aussi de mon village. Donc en fait, tout ça cumulé, ça m'a donné aussi le goût de gagner mon propre argent et de comprendre aussi un truc incroyable, que tes efforts peuvent multiplier l'argent, tu vois. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, le resto, au départ, moi je suis engagé pour faire la vaisselle et donner du pain. Et en fait, je regarde comment la barmaid, elle fait tous les cocktails, les machins, une moresque, un truc, c'est du petit bar de quartier. Hein. Et du coup, en apprenant tout ça, je vais voir l'atelière en lui disant, René, je veux passer au bar. Elle me fait, non, mais t'es trop jeune et puis que tu connais pas les trucs. Et du coup, j'ai dit, dis-moi un truc. Et si je sais le faire, tu me fais un essai au bar. Et je sais plus ce qu'elle me sort, mais tu vois, peut-être fais-moi une moresque et deux perroquets, et tac, 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 et tu fais les trucs. Et ah oui, si, je me souviens, elle m'avait dit un fond de culotte. Et ça, c'est la question piège. Qu'est-ce qu'un fond de culotte, mesdames et messieurs? Je vous le dis tout de suite. C'est de la suze et du cassis. Très bien. Parce que ça suce cassis, un fond de culotte. Petit bar de quartier, j'ai dit. Très bien. Mais donc, tu vois, c'est l'effort d'apprentissage, alors qu'on me l'avait pas encore demandé. Je me suis dit, si je sais travailler comme un barmaid, elle est obligée de me prendre. Et c'est ce que je reproduis partout dans ma vie. J'essaie toujours de travailler comme là où j'espère être un jour. Et c'est ce qui t'y emmène. Ouais, tu crées ton propre chemin, quoi, finalement. Ouais, complètement. Ce que je constate quand même, c'est que tout à l'heure, tu me disais, oui, je suis curieux. Et du coup, quand on est curieux, on n'est jamais profondément calé sur quoi que ce soit. J'ai quand même l'impression qu'au fond, ta compétence principale, si je t'écoute, c'est de réussir à être très, très bon apprenant. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui a une capacité d'analyse, mais d'apprentissage qui est démente. Alors, au niveau mémoire, etc., mais aussi finalement, là, tu vois, de ce que tu me dis, finalement, t'apprends la magie, t'apprends le mentalisme, t'apprends l'entrepreneuriat tout seul. Enfin, sincèrement, c'est presque ton super pouvoir, quoi. Non, mais c'est... comme je suis très curieux, je sais aussi ce que je sais pas. Et l'ego est jamais rentré en conflit avec l'apprentissage. Si je rencontre encore quelqu'un aujourd'hui, peut-être qui a 18 ans et qui maîtrise un domaine que je connais pas, mais pas forcément à la perfection, mais mieux que moi, je vais me taire, je vais le regarder, et je vais écouter, je vais analyser et je vais prendre ce qu'il a à m'offrir. Donc je pense que ça joue aussi là-dessus et je suis très patient. Ça, c'est une de mes qualités aussi, d'où le fait que je fasse des casse-têtes, tu vois. Mais je suis vraiment patient, je suis pas pressé. Donc je peux prendre aussi le temps d'apprendre des choses, tu vois. On parlait tout à l'heure que je fais un podcast aussi pour rigoler, l'Hippocampe. T'imagines que j'ai fait les premiers trucs de ce podcast il y a 1 an et demi, 2 ans. Tu vois, je suis pas pressé. Là, aujourd'hui, je le fais quasiment quotidiennement. Je suis pas frustré qu'il soit très... Encore au démarrage. Au démarrage, là où mes autres réseaux sont forts et que je pourrais me dire, si j'en parle là, ça va ramener du monde. Je m'en fous, j'ai envie d'apprendre encore ce que c'est le podcast. J'ai encore envie de comprendre tout ce que j'ai à comprendre. Quand je te vois te déplacer là avec ton kit, je regarde, je dis, c'est hyper intéressant parce que t'as vu, moi, c'est une usine à gaz, mon truc pour le podcast. Non, moi, mon côté entrepreneur fait que j'aime bien être assez lean en général dans ce que je fais. Oui, mais tu vois, ça, je l'ai pour le spectacle, par exemple. De petites valises et gros spectacles, quoi, tu vois. Et je me dis, oui, il faut le réattribuer là aussi au podcast. Et, elle est hyper flex, hyper mobile grâce à ça. Donc voilà, c'est curiosité, la patience et le fait de ne pas être parasité par l'ego de si je sais pas, je sais pas. Et j'ai su très tôt dans ma vie à quel point j'avais des cadeaux quand je disais je sais pas, excuse-moi, je sais pas de quoi tu parles.
Excuse-moi, j'ai pas compris ça. À quel point j'avais des cadeaux quand je disais je ne sais pas. Je pense qu'il faut bien le retenir, ça. Ouais, c'est fou. Et j'ai été initié à l'âge de 5 ans par un vieux monsieur, c'était mon voisin, ça fait vraiment Harry Potter. Et je sais pas s'il avait pas d'enfants ou pas de petits-enfants, mais je crois qu'il avait une carence de transmission et d'affection avec les enfants. Et bref, il m'a appris à jouer aux échecs à 5 ans. Alors moi, j'ai pas appris à jouer aux échecs, j'ai appris à jouer à la guerre avec des petites figurines, mais il y avait des règles de la guerre. C'était à peu près ça, hein, son angle d'attaque. Et du coup, je crois vraiment que ça m'a appris ces 3 trucs que je t'ai dit, la curiosité, la patience et l'ego. Parce que l'ego, c'est-à-dire que il me mettait la pâtée tout le temps s'il voulait, tu vois. Et donc, je perdais systématiquement, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, j'adorais ce jeu, mais je savais que j'allais perdre pendant 3 heures le mercredi après-midi chez lui, tu vois. Donc, en fait, ça te remet à ta place. Ouais, si tu perds la partie, qu'est-ce que tu gagnes? Parce qu'il faut regarder. Et en fait, je gagnais plein de choses, des stratégies, de la compréhension, du machin. Et lui, il m'a amené, je crois, parce que les souvenirs sont assez confus quand même, j'étais tout petit, je crois qu'il m'a amené à comparer souvent les échecs avec la vraie vie. Mais dans un truc sain, tu vois, sur l'équilibre des forces, sur plein de choses comme ça. Et ça a dû me marquer un peu dans l'ADN, tu vois, plus profondément que la mémoire, ça a dû s'ancrer aussi dans des réflexes de pensée. J'ai lu une phrase, alors on lit beaucoup de choses fausses sur Internet, mais j'ai lu une phrase qui m'a marquée et je voulais te la dire. Je les vois pas là, mais peut-être cachées sous ton t-shirt. Tu dis, je crois, seuls ceux qui continuent d'essayer réussiront. Oui. Je voulais te demander ce que tu veux dire par là et peut-être si tu as des exemples, justement, des exemples parlants qui corroborent, si tu veux, cette conviction profonde à laquelle je crois aussi. Mais du coup, j'aimerais bien avoir tes mots dessus. Oui, donc j'ai un rapport à l'échec qui est très particulier aussi, qui n'est pas rare, mais c'est-à-dire que l'échec, pour moi, est lié... Attends, je vais être plus clair que ça. L'échec, pour moi, c'est l'un des 2 côtés d'une médaille. Et de l'autre côté de cette médaille, il y a l'apprentissage. Et ça, c'est notre don en tant qu'être humain. Les grands singes de la catégorie être humain, on a un cadeau absolu, c'est l'apprentissage. C'est vrai. Et il va de pair avec l'échec. Une araignée, elle ne peut pas échouer à tisser sa toile. Elle va la tisser. Elle sait le faire. Nous, on peut se projeter là où on n'est pas et on peut construire l'apprentissage pour y aller. Donc, l'échec, il va de pair avec ça. Donc, j'ai aucun souci avec l'échec. Contrairement à mon entourage d'ailleurs, tu parlais des sociétés tout à l'heure, ma première vraie boîte, on va dire, je l'ouvre en 2006, au 6 janvier 2006, je la ferme le 10 janvier 2007. Aux grandes dames de mes parents, il ferme sa société, c'est terrible, etc. Il va jamais s'en remettre. Alors que je la ferme en étant positif au bilan, tu vois. J'ai juste fait des calculs où je vois qu'en fait je prends une mauvaise direction et que dans 1 an, je vais être en négatif. Donc, il faut que je la ferme maintenant et que je revoie la copie, tu vois. Et eux ont vécu ça comme un échec et moi, je voyais ça comme la step 1 de l'apprentissage. Donc, si on continue d'essayer en permanence, on n'a qu'une seule issue possible, c'est la réussite. Et je vais te faire un parallèle avec ce que je faisais en magie. J'adore la magie des cartes. Je suis un très mauvais technicien. Je ne suis pas très bon à ça. En n'étant pas très bon, j'ai créé ma propre magie du coup. Et c'est ce qui a fait que j'ai gagné des prix dans ce milieu-là, tu vois. Les autres étaient des meilleurs techniciens, mais moi, c'était un peu plus différent, un peu plus inattendu, parce qu'il fallait que je compense mes faiblesses. Mais il y a quand même des passes qui sont un peu obligatoires à connaître. Donc, je prenais un cahier et je faisais 100 carrés dans ce cahier. Et je faisais la manip, et à chaque fois que je la réussissais, je rayais un carré. Okay. Mais si je la ratais, alors je rajoutais un carré. D'accord. Et il y a un moment, pour me dire que la passe était acquise, il fallait forcément que j'ai réussi 100 fois d'affilée. Et bien même les pires passes que je croyais jamais réussir parce que j'ai les doigts trop courts, parce que non mais vraiment là il n'y a que des mecs qui peuvent faire, mais ça c'est faux, personne ne réussit à le faire. Toutes les excuses pour éviter la dissonance cognitive quand tu as envie d'arrêter, et bien je les ai toutes passées à un moment donné. Et ça, j'ai des cahiers où vraiment, je sais pas, j'ai peut-être passé 2500 fois la passe avant de réussir à la faire 100 fois d'affilée, tu vois. Mais la seule issue possible en continuant d'essayer, c'est qu'à un moment donné, je réussisse. Alors après, tu peux réussir plus ou moins vite. C'est-à-dire, est-ce que tu as tiré des leçons ou pas? Et les passes que j'ai mis le plus de temps à faire, c'est que je ne tirais pas de leçons
Et Einstein disait, la folie, c'est d'essayer de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent, tu vois. Ça, ce que j'allais te demander, c'est qu'au final, est-ce que tu refais tout le temps la même chose pour perfectionner le geste, ou est-ce qu'à chaque fois, tu prends quand même sur un sujet, on va dire, pratique finalement, opérationnel, en fait, non, t'essayes de faire une pause, de dire, ok, là, pourquoi est-ce que j'ai foiré ce truc-là? Et du coup, d'essayer de faire un truc un petit peu différent. Ça m'est venu avec le temps, tu vois. Pour le coup, parce que les essais commençaient à trop durer. Tu peux pas passer non plus 400 heures. Non, ça va pas cette histoire. Quoi. Et c'est aussi à peu près cette période où où j'ai compris l'intérêt de garder de la donnée pour l'analyser plus tard. Tu vois, l'analytique, c'est un mot qui viendra bien plus loin dans ma vie, mais je me rends compte a posteriori que j'ai commencé à faire ça à cette époque-là, à noter des choses toujours récurrentes pour analyser un peu ça. Des patterns, quoi. Ouais, exact. Et je le fais encore pour la mise en scène de mon spectacle. J'ai pas de metteur en scène pour mes spectacles parce que c'est assez compliqué de me mettre en scène pour plein de raisons, parce qu'on mélange du mentalisme et de l'humour. Déjà, rien que ça, c'est deux domaines tellement différents que je peux avoir des collaborations artistiques, mais pas de mise en scène. Mais qui dit pas de mise en scène, dit qui va vérifier que ça roule. Et j'enregistre mes spectacles en audio et en vidéo tous les soirs, depuis toujours. Et le lendemain, dans le train, j'écoute et je note tout ce qui déconne. Les erreurs. Et au bout d'1 mois ou 2 mois, je vais regarder sur tous les spectacles, non pas mes plus gros ratés, non pas ce qui est revenu à chaque fois parce que je le sais, mais qu'est-ce qui revient d'une manière très perfide tous les 4-5 fois. Tu vois ? Et là, ça veut pas dire que t'as été moins bon ce jour-là. Ça veut dire qu'il y a un problème de mise en scène quelque part. C'est pour ça que ça revient, il faut le corriger, tu vois. C'est très maligne, moi, j'ai envie de dire, le truc qui revient 4-5 fois parce que tu t'en souviendras jamais si tu ne le notes pas, quoi, tu vois. Donc, tout ça pour revenir vraiment au sens de ta question, j'ai compris, oui, à peu près à cette période-là dans la magie, qu'il fallait essayer de faire des petites variations, des petites modifications ou effectivement s'arrêter et de dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais oui, essayer, réessayer. Et la seule issue possible, c'est de réussir. Et du coup, après, j'ai opté un peu pour le système américain qui est rate vite. Rate vite et souvent. Rate vite. Ah, d'accord, j'avais pas entendu. Rate le plus vite possible, en fait. N'attends pas pour rater, en fait. C'est ça. Et du coup, prends un risque. Et prends un risque. Mais c'est ça. Avant même de conscientiser ça, tu sais, quand j'écrivais mon premier show, j'allais dans les scènes ouvertes à Paris, les cafés-théâtres, et je montais avec des numéros nuls. J'avais écrit la base du numéro dans la journée et je fais ça encore aujourd'hui. Hein, et prends un bain de foule, foule au feu et vois ce qui reste, qu'est-ce qui n'a pas brûlé, qu'est-ce qui a brûlé. Et tu sais tout de suite, quoi. C'est un gain de temps qui est inestimable. Le risque permet ça. Et il ne faut pas en avoir peur du tout. On ne vous jugera pas là-dessus. Est-ce que YouTube, pour toi, ça a été un moyen aussi de tester, de tester des blagues, des concepts, des techniques, je sais pas, de la rhétorique? YouTube, c'était plus complexe parce que j'avais pas de public. C'est la première fois que je parle sans public. Parce que j'ai toujours fait des conférences ou parlé à 1 ou 2 personnes. Donc là, j'étais pas payé en termes de sourire ou de rire ou d'intérêt, tu vois. Et donc au début, tu n'avais pas le rétro-loop de feedback tout de suite. C'est ça. Donc ça, c'était un peu compliqué. Après, il faut revenir à la jeunesse. Pourquoi je me lance sur YouTube? Pour plusieurs raisons, mais dont les 2 suivantes. La première, c'est que je viens de faire une interview pour le JT de France 2 chez Pujadas. Je suis nul. C'est une catastrophe. Mais au moins, tu t'en rends compte. Tu te rends pas compte la chance que t'attends. Mais tu sais pourquoi je suis nul? Parce que je n'arrive pas à être moi-même. Ouais. Je colle à l'énergie de la personne. Si la personne est molle, je suis mou. Si elle est fun, je suis fun. Et je me dis, ça va pas du tout, juste pour la pression de la caméra. Alors qu'en plus, j'ai pas dit ça tout à l'heure, mais pour répondre à une de tes questions, j'ai appris assez tôt ma couleur dans la vie en créant mon clown scénique. C'est-à-dire le clown scénique, c'est tu veux être qui sur scène. C'est bien de connaître ton clown. Donc mon clown, c'est grosso modo le tonton sympa, rigolo, qui a toujours un truc intéressant à raconter. D'accord. Et une fois que j'ai su ça de moi, qui j'étais, ça m'aide énormément. Et pourtant, impossible de le retranscrire face à l'écran. Et la deuxième raison, c'est que j'allais écrire mon nouveau spectacle et je me suis dit, il faut que je fasse un vrai truc de créativité pour entrer dans le plus profond de moi. Je m'inspire à ce moment-là de Louis C.K. qui écrit un spectacle par an. C'est un humoriste américain. Il jette l'ancien. Il n'y a pas une blague qui garde. Donc tous les ans, il réécrit. Et en fait, en faisant ça, il est obligé de rentrer dans le deep le plus profond et du coup, il devient de plus en plus vrai dans ce qu'il avait envie d'exprimer artistiquement. Et donc, je me dis, je vais faire une vidéo par jour pendant 1 an sur YouTube.
je serais obligé, que je le veuille ou non, d'aller loin au fond de moi. Et après, d'une manière assez logique, au bout d'une vidéo par jour pendant 1 an, je dois être à l'aise devant la caméra, sinon il y a un problème. Ça reprend un peu ton histoire des carrés, tu sais que tu remplis. Au bout de 365, tu commences à être pas mauvais, je pense. Exactement. Mais ça, c'est un truc, le travail répétitif trash que j'applique très souvent dans tout. Et du coup, juste pour rentrer, parce que je trouve ça très intéressant et je pense que ça peut s'appliquer à plein de domaines, ça, tu le fais... En fait, comment tu le fais? C'est-à-dire que tu dis, ok, c'est bon, j'ai décidé, je vais faire YouTube. Du coup, comment je craque YouTube? Je craque YouTube en faisant 1 vidéo par jour parce que c'est comme ça que je vais me perfectionner. Donc, jusque-là, je suis le raisonnement. Mais est-ce que tu te dis concrètement, je vais faire des vidéos courtes parce que, quel a été à ce moment-là ton process? C'est-à-dire, est-ce que ça a été, j'apprends tout ce que je peux sur YouTube? Est-ce que je me lance, j'essaye? Est-ce que j'essaye de faire du très court pour essayer d'avoir une rétro-loop de feedback et que ça me prenne le moins de temps possible? Tu vois, quel est un peu tu vois, la mécanique? Ouais. Déjà, faut savoir que je connais rien à YouTube à ce moment-là et aux vidéos. Je sais à peine ce que c'est une chaîne, tu vois. Je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube, j'en regarde de temps en temps, mais je n'ai pas compris encore ce concept de chaîne, etc. Machin. Tu n'es même pas consommateur toi-même, vraiment, non, en fait. Non, c'est vraiment à midi, je dois manger un sandwich, je me dis, attends, comment il s'appelle? Norman, il a dû faire une vidéo que j'ai pas vue depuis le temps, tu vois. Et ça va m'occuper en mangeant, c'était que ça. Et je sais pas monter de vidéo non plus. Blague à part. Non, mais énorme sujet quand même. Et je ne me pose pas trop la question de la temporalité et de la durée de la vidéo. Je sais juste que je dois insérer tout ça dans des vraies journées déjà remplies et que ça ne peut pas remplacer mes activités actuelles. Donc, le premier truc, c'est d'identifier tous les créneaux que je peux récupérer dans une journée. Donc, il n'y a plus de je mate les réseaux sociaux pour rien. Il n'y a plus, je fais des déplacements pour rien, pour des rendez-vous de 2 secondes. T'es en mode athlète, quoi. C'est-à-dire, je vais droit au but. Au téléphone, etc. Je me lève plus tôt et je me couche plus tard. Mais avec ça, ça doit tenir et ça a tenu 1 an. Je n'ai pas souffert, en fait, de ce rythme-là du tout, par contre. Ça s'insère assez facilement. Je me lance vite en sachant rien faire, mais schéma que je reproduis souvent. Et dès que je me suis lancé en sachant rien faire, je veux progresser. Et j'adore ça, partir de 0. Parce que tu peux apprécier ce moment-là que dans les phases de progression. Et tu peux pas le revivre une 2e fois. Tu sais, tu pourras pas revivre 2 fois le moment où tu as su faire du vélo. Mais en même temps, c'est une émotion géniale. Et ben, j'aime ça aussi. Tu commences à comprendre. Ouais, exact. Ouais. Et j'ai ça en ce moment avec les podcasts, tu vois. Au début, c'était nul avec mon téléphone, c'était pourri, j'avais même pas une structure de sujet. Et là, je commence à avoir un bon son, je commence à comprendre un peu les codes. C'est la phase préférée. Tu sais, c'est la séduction. Quand tu dragues quelqu'un, c'est pareil, c'est ce moment-là. Je l'aime beaucoup. Et donc, du coup, durant les 2 premiers mois sur YouTube, je fais les vidéos. Mais en parallèle de ça, je suis les formations que propose YouTube en ligne, je suis les formations que propose YouTube au Space, je consomme les vidéos de tout le monde pour essayer de comprendre comment ça marche, etc. Donc, c'est dans cette phase de lancement. Et en même temps, pour ceux qui écoutent, si ça peut leur servir, les phases de lancement, vous avez quoi à perdre? Il n'y a rien qui existe. Donc, en fait, ça veut dire quoi se planter à ce moment-là? Ça ne veut rien dire. C'est ça. Il n'y a rien qui existe. En tout cas, personne ne te regarde, personne ne te connaît. C'est ça. Donc, si tu ne fais pas tes tests maintenant, si tu n'essaies pas tout ce que tu as envie d'essayer maintenant, tu n'essaieras jamais. Et tiens, il y a un truc que j'ai rarement raconté, peut-être bien jamais. Le concept de départ sur ma chaîne, c'est je fais un truc de mentalisme où je bluffe quelqu'un tous les jours pendant 1 an. D'accord. Au bout de 3 semaines, je change le concept, en fait. Mais parce que j'ai essayé plein de choses et que je me dis, mais en fait, d'une, c'est pas ça que j'ai envie de faire. De 2, ça va les faire chier. Et de 3, en fait, cette plateforme m'offre beaucoup plus de choses autorisables, tu vois, à tenter que je peux pas tenter sur scène. Et en fait, je vais en profiter, tu vois. Si j'avais peaufiné mon concept jusqu'à le tailler comme un diamant avant de le lancer, va faire marche arrière mentalement. C'est impossible, t'y es attaché. Complètement. Et du coup, la chaîne a grandi énormément. Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tu t'es non seulement accroché, mais du coup, t'en as fait un vrai succès. Le corollaire maintenant, parce que t'es plus dans la période de séduction, c'est maintenant, en fait, faut quand même continuer à trouver la motivation. Alors, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde comme question, et peut-être à toi, mais je vis aussi ça, tu vois, avec le podcast. Et pourtant, moi, j'adore interviewer des gens, mais je me dis, est-ce que dans 5 ans, je serais encore contente de continuer à faire des interviews de podcast tous les jours? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour l'instant, ça m'éclate. Mais toi, en fait, finalement, tu continues avec un rythme hyper soutenu. Donc,
en fait, t'ouvres le champ des possibles, le podcast, on va en parler, tout ça. Mais concrètement, comment est-ce que tu gardes la motivation? Première question. Et si oui, comment tu fais, tu vois, pour essayer de garder cette flamme, ce feu sacré sur des choses qui sont parfois un peu routinières? Ok. Je comprends ta question. Déjà, la première année de YouTube, tu dis que c'était un succès. Pour le coup, j'aurais pu avoir 1000 abonnés à la fin de l'année, ça aurait été un succès. C'est-à-dire que mon curseur de succès était de faire ce que j'avais dit et de vivre cette expérience. Et ça a été le cas. Après, le fait que ça a été un succès auprès de la plateforme, c'est vraiment un bonus très satisfaisant parce que c'est une, voire la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, ce succès-là à ce moment-là. Mais ça aussi, c'est pour juste remettre un truc en parallèle il faut voir les curseurs de succès. Pour moi, un succès, c'est que là où j'ai un levier pour le provoquer. Donc, faire une vidéo par jour pendant 1 an, c'est moi qui ai les leviers à pousser, pas de problème. Faire qu'il y a plein de monde qui me suivent, j'ai pas le levier. Il y a plus d'incertitude. Donc, là, je peux pas me dire avec beaucoup de travail, je suis certain d'avoir, tu vois. Ça, c'est le premier truc. Comment après je fais pour garder la motive, du coup, pour le reste? Déjà, je suis très attaché quand je lance un défi que je me lance, tu vois. Mais j'ai aucun problème à l'arrêter si c'est une excellente raison. Pas je suis fatigué ou j'ai pas le temps, qui sont pas des bonnes raisons. La seule vraie bonne raison, et ça ne m'amuse plus. Donc, je peux tout arrêter aussi. Il y a des choses dans lesquelles je me projette dans le futur en train de le faire. Il y a d'autres choses, je me projette pas. Je me projette pas à faire autant de vidéos à 50 ans, tu vois. Mais peut-être faire des vidéos plus de mon âge et peut-être 1 fois par an. C'est possible. Je dis pas que j'arrêterai, mais je sais que je ferai pas des vidéos à ce rythme-là et dans ces formats-là toute ma vie. Je me projette pas faire de la tournée toute ma vie à 60 ans. Mais peut-être une date par an dans une grande salle pour me faire un kiff, tu vois. Je me projette très facilement continuer à écrire des livres toute ma vie. Donc, j'ai comme ça des certitudes, des comme ça, tu vois. Ensuite, pour le reste... Et créer des boîtes, ça, je te pose pas la question. Ah bah oui, créer des sociétés, ma passion. On en a créé une autre en plein confinement. Tu vois, c'est original. Tu fais pas partie des stats. C'est clair. On l'a vraiment ouvert durant le confinement. La motivation, elle vient aussi avec le sang neuf et les idées neuves. Donc, j'aime bien m'entourer, tu vois. YouTube, au bout de 2 ans, il y a Loïc qui m'a rejoint, qui est Montréal et mon monteur, mais qui a apporté vraiment quelque chose aux vidéos. Et ce quelque chose qui est très joli m'a donné aussi envie d'en imaginer d'autres, parce que d'un coup, il y a des compétences que j'ai pas qui arrivent, il y a des possibilités. L'année dernière, il y a Fanny qui nous a rejoint en chargée de production. Et du coup, là, j'ai pu penser à des vidéos qui ont un taux d'emmerdement assez lourd à mettre en place. Ouais, et là, du coup, elle se prend cette charge mentale-là de le mettre en place. On salue Fanny, on salue Fanny. Donc, il y a ça aussi, en fait, de se dire comment on peut se donner les moyens d'aller vers autre chose, d'avoir de nouvelles idées, des nouveaux retours. Et puis de changer les rythmes. Pendant un temps, je faisais 12 vidéos par mois. J'en ai fait 1 par jour pendant 1 an. Après, j'en faisais 10 par mois, 2 par semaine. Et puis, depuis presque 1 an, là, c'est 1 par semaine. Parce que c'est comme ça en ce moment. Parce que j'ai pas envie d'en faire autrement. Et puis là, en ce moment, si quand même, depuis 1 mois, ça commence à me gratter d'en faire 2 par semaine, parce que j'ai des nouvelles idées. Mais ce que je te disais, j'ai pas de mal à me détacher aussi de quelque chose qui m'amuserait moins, en fait. Le podcast dont on parlait, que j'ai lancé, mon goal, c'est 1 par jour du lundi au vendredi. 1 par jour? Ouais, et je le fais et je le tiens et c'est trop cool. La méthode, je vais appeler ça maintenant la méthode Fabien Olicard. Et puis là que j'ai commencé à vraiment comprendre en 3 mois de podcast, eh bien j'ai des projets qui sont prioritaires, qui me prennent beaucoup de temps. Et du coup, je fais 1 par jour, sauf quand je le fais pas. Ce qui fait beaucoup rire les gens, du coup, qui suivent le podcast. Mais voilà, je me dis pas, ah là là, j'ai pas tenu mon truc. Non, je crois que c'était 3 mois la bonne période de 1 par jour qu'il a fallu là que je me force à tenir. C'est-à-dire j'ai fait des podcasts depuis les toilettes d'un mariage où j'étais invité. Tu vois, dans ces moments-là, il n'y a aucune excuse possible pour pas le faire. Tu vois, même quitte à faire un podcast de 5-6 minutes, mais il doit être fait. Et là, je vois que je suis en train de passer au cap suivant, le cap où je vais devoir prendre mes conclusions, analyser, trouver mon rythme, etc. Donc, j'hésite pas à lâcher aussi quand c'est nécessaire. Et pourquoi le podcast alors ? Pourquoi le podcast ? Déjà pour le moyen d'expression différent, associé au fait de ressentir quelque chose que je ne connais pas. J'ai toujours bien aimé la radio. Je suis assez à l'aise en radio.
Je suis plutôt même bon client des radios, ils aiment bien m'inviter pour ça parce que je mets du fun un peu et tout et j'aime bien. Le podcast, je récupérais plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a moins d'heures de montage à faire. Si ton son est soigné, ton sujet est soigné, il y a moyen. Alors après, j'entends des podcasts qui sont formidables en termes d'habillage, tu vois, je dis pas que c'est rien parce que ce serait vraiment mentir, mais comme c'est pas mon goal de tendre vers ça, pour moi ça me paraît plus accessible. Il n'y a pas d'image, donc je peux plus jouer avec la voix, les émotions, et j'ai la sensation, pour le vivre en tant que tel, en tant que consommateur, que, c'est un peu obvious ce que je veux dire, mais il y a une vraie écoute, que je peux m'adresser à des gens sur des sujets qui vont plus loin, et que c'est eux qui décident. Moi, quand je décide d'écouter un podcast d'1 heure, j'ai pas besoin qu'il soit rythmé et très fun, j'ai pas besoin que ce soit TPMP le truc, je l'écoute pour d'autres raisons. Et ça me plaît, de faire un truc où je peux un peu me poser, où je suis pas obligé là de mettre ce gros fun qui va derrière, qui tâche et qui va bien. Je peux aller plus loin. Et du coup, comme j'ai ces velléités de vouloir parler aussi d'entrepreneuriat, de business, avec ce que je connais, c'est-à-dire dans mes carences aussi, c'est ça qui est intéressant. J'interviewe des gens à l'occasion, un peu comme toi, qui sont experts dans des domaines où je suis complètement nul, donc j'apprends vachement. C'est ça. Et ça, en vidéo, je suis pas sûr que j'aurais voulu ou aimé le faire. Il y a vraiment que le podcast qui a répondu à ça, de où est-ce que j'ai envie de parler de ça, d'une manière où les chiffres m'intéresseront assez peu. J'ai plus envie de le faire que de voir pour l'instant le résultat. Et deuxièmement, où c'est viable dans le temps. Et pour moi, la viabilité, c'est 2 choses. C'est est-ce que financièrement, je peux continuer à reproduire ce que j'ai mis en place si ça marche ? Et est-ce qu'en termes de temps et de complications, je suis capable de le reproduire ? Et ça, c'est viable. J'ai trouvé le matériel qu'il me fallait. Je vois le temps que ça peut me prendre. Moi, j'ai pris la décision de ne pas faire de montage, sauf quand j'ai un invité, il a accès, on ne le fait pas en direct, mais tous les miens, je les fais en direct directement. J'adore aussi cette sensation du direct. Tu sais, je vais te dire un secret, Pauline. J'ai l'impression de faire une radio des années 90. J'adore ça. J'ai fait des jingles radio sur le podcast. Je fais de la libre antenne. Tu vois, il y a ça aussi. C'est ton côté un peu, voilà, le jeune homme des 80s, quoi. Ouais, c'est pas un peu, hein, c'est complètement. Hein, mais voilà, j'adore ça. Et il y a que le podcast qui m'emmenait vers une terre vraiment inconnue. Tu vois, même quand je fais des lives en vidéo sur Twitch, en vrai, j'ai pas l'impression de ressentir quelque chose de différent quand je fais un tournage vidéo pour YouTube, qui est pas tellement différent d'un tournage vidéo pour la télé. On reste, tu vois, c'est vraiment, le podcast est un cas à part, encore de niche en partie, mais c'est vraiment un cas à part. Et plus j'en ai consommé, plus j'ai eu envie d'en faire. Tu prêches une convaincue, mais je trouve qu'aussi, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas d'image, moi je le constate vraiment, fait que ça libère beaucoup la parole. Parce que mine de rien, quand il y a une image, tu te sens toujours un peu observé, tu t'es un peu mal à l'aise, t'en as conscience. Oui. Là, finalement, moi je le constate toujours quand je fais les interviews. Au début, souvent, la personne a un peu conscience, elle est un peu plus froide et tout. Puis à la fin, en fait, elle a oublié, alors là tu t'en rappelles maintenant parce que j'en parle, mais en fait, oublie qu'il y a un micro si tu veux. Et c'est ça le meilleur moment, en général. Oui, t'es vraiment connecté à l'autre dans la discussion avec l'autre, parce que même sur une interview vidéo, on serait pas face à face comme ça. On se regarderait pas comme ça. Tu regarderais la vidéo pour pas perdre ton audience. Tu serais 2-3 quarts vis-à-vis de moi. Donc même ça, la connexion humaine, elle est différente. Exactement. Et c'est ce qui enrichit le podcast. Bon, Fabien, on arrive. J'ai évidemment pas du tout posé toutes mes questions, hein, mais c'est habituel. C'est habituel. J'espère bien. Écoute, parce que je pense que les gens vont me détester. J'avais plein de questions trop cool sur les pratiques du mentalisme dans le monde pro et tout. Mais bon, c'est pas grave. Je vais terminer par mes questions de la fin, le crible du gratin, malgré tout, que tu ne connais pas en plus. Donc, je suis très contente. Fabien, est-ce que tu peux me parler d'une erreur ou d'un échec, d'un moment de doute éventuellement? Est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Parce que, comme tu le disais, l'échec est source d'enseignement, et au-delà de ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes malgré tout qui vivent l'échec comme un tel coup dur qu'en fait ils n'arrivent pas à s'en relever. Et j'aime assez l'idée de montrer que non seulement on peut rebondir, mais on peut en sortir grandi. Mon plus gros échec émotionnellement parlant, j'ai travaillé pour Kenzo il y a quelques années. Et je devais leur livrer une prestation et ça s'est très mal passé au point que j'ai failli jeter l'éponge juste à la minute d'avant d'entrer en salle devant leurs 200 plus grands revendeurs mondiaux. Je devais la doubler et je ne l'ai pas doublée d'ailleurs, je devais la refaire la semaine d'après, j'y suis pas allé. Je l'ai plus que mal vécu. Si c'est pas indiscret, pourquoi ça s'est mal passé? Alors, il y a eu pas mal de choses.
le Fabien qui jette l'éponge, il va charger full Kenzo. Et je vais rentrer dans le détail après. Et aujourd'hui, avec le recul, je charge les deux, tu vois. Je me charge moi aussi. Déjà, je ne me suis pas entouré de quelqu'un qui avait déjà travaillé pour des marques comme ça, dans ce genre de choses commanditées où tu dois créer des numéros pour des produits, etc. etc. Donc, j'y suis allé sans background et sans en chercher. Ça, c'est mon erreur. La deuxième chose, c'est qu'eux vivent beaucoup de pression dans ces milieux-là. Ils ont déporté toute la pression sur moi, qui était vraiment le bout de course. Et je gère très mal la pression des autres sous cette forme-là. Et ça, c'est vraiment, je leur impute cette faute. Ils m'ont enflammé. Avec le recul, je leur ai proposé 4-5 fois en amont, mais des semaines avant qu'on finalise, d'arrêter. Parce que je pressentais que ça allait pas. Ah ouais. Et mon erreur, c'était de me laisser convaincre que non, ça allait aller. Je vais te donner un cas très concret. C'était pour Flower by Kenzo, entre autres. Et dans la publicité, tu as plein de coquelicots qui s'envolent. Et donc, moi, j'avais décidé de reproduire un truc sur scène de un coquelicot qui s'envole, qui arrive dans ma main. Et moi, au moment où ça rentre en contact avec ma main, c'est moi qui m'envole un peu, qui l'évite un petit peu. Je vends ça en réunion, ça marche bien. On me rappelle et on me dit, ouais, mais en fait, c'est pas possible parce qu'il y en a plein des coquelicots dans la pub. Et du coup, là, c'est pas très Kenzo parce qu'il y en a qu'un. Et je fais, ok, mais par rapport à votre budget qui était hyper bas, mais vraiment excessivement bas, je peux en faire 2 parce que je vais réimplanter le même système, un dans chaque main. Mais si vous voulez des milliers de coquelicots, spoiler, la magie n'existe pas. Il faudra des milliers de fils, de poulies, de systèmes, d'installations, de machin. Donc, on me valide ça. Et je comprendrai a posteriori que cette personne dit à sa responsable, il y en aura plusieurs, que la personne, quand il y en a plusieurs, dit à la personne au-dessus, il y en aura beaucoup, et que la personne responsable se dit, ok, il y a des milliers de coquelicots. Donc, le jour même, quand on comprend et qu'on apprend qu'il n'y a que 2 coquelicots, c'est pétage de cap chez eux. Mais c'est normal, puisque l'information ne circule pas. Et pourquoi elle a mal circulé aussi? Parce qu'à cette époque, n'ayant pas l'habitude de travailler comme ça, tous les coups de pression, ils me les mettaient par téléphone. Je ne récapitulais rien par mail derrière. Donc, il y avait juste moi dans mon coin pour dire « Mais il n'est pas ça que j'ai dit !» Ben oui, mais il n'y a que toi qui le sais, mon petit bonhomme. Ouais. Donc, en fait, tu es co-responsable. Je te dis co-responsabilité que j'admettrai bien plus tard dans le temps. Il y avait mon pote Julien Lozac, j'ai cité tout à l'heure, qui a travaillé avec moi sur le projet. Et c'est bien parce que lui gardait la tête froide, puisque c'était pas son projet, c'est plus facile, tu vois. Et sans lui, je pense que je me jetais de la scène, quoi. Mais vraiment, j'ai jamais été aussi mal physiquement parlant, tu sais, dans moi, quoi, tu vois. Et donc, juste avant de monter sur scène, il y a des fioles que je vais utiliser. Et il y a des responsables qui passent, fioles que j'ai fait valider par mail, etc. Et qui fait « Ah, mais c'est ça les fioles !»« Ah non, mais ça, c'est pas Kenzo, c'est pas possible. » Et moi, je rentrais sur scène. Et du coup, j'ai balayé les fioles de la main. Je les ai éclatées au sol. « Ah, et ça, c'est Kenzo, ça ?» Mais pas avec cette voix-là, hein. J'ai hurlé, tu vois. J'ai dit « Ben voilà, mais on arrête, on fait plus rien, etc. » machin. Il a fallu aller sur scène, j'y suis allé. Je suis rentré chez moi. Tu devais être dans un J'ai dit au revoir à personne. On est parti en quasi catimini après la prestation. Et en plus de ça, j'étais tellement honteux parce que je me détestais, j'ai même pas envoyé la facture. Je les ai jamais fait payer. Je voulais plus de contact. J'ai dit à mon pote Julien, on s'en reparle plus jamais. On n'aborde même plus le sujet de cette journée, elle n'a pas existé. Et ça a été le cas quand même pendant très longtemps. En fait, j'ai écrit ce que je te raconte dans mon prochain livre là, qui sort en septembre. Mais jusque-là, j'avais jamais vraiment trop réabordé ça. Aujourd'hui, j'en reparle parce que tu me posais la question, parce qu'il y a plein de leçons à en tirer. Parce que j'aurais pas dû avoir honte non plus, mais parce que j'aurais pas dû penser que c'était que de leur faute non plus. Il y avait plein de signaux qui m'auraient permis de réagir, et surtout, ça m'a appris toutes mes relations avec les marques aujourd'hui. Sans ça, je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui, je monte pas la société actuelle. Il y a beaucoup trop d'implications dans le futur de cet échec monumental. Et moi qui ai toujours bien vécu les échecs, j'ai quand même très très mal vécu celui-là. Et pourtant, il est hyper formateur, ne serait-ce que pour toutes les protections naturelles que j'ai mis en place après autour de ça. Il est intéressant, il est passionnant, il est bourré de choses pour si je veux bien le regarder honnêtement, tu vois. Et t'as mis combien de temps avant de le regarder honnêtement, justement? 1 an, une bonne année, et après une vie sinon. Tu vois, c'est à chaque fois que j'en reparle, je trouve que je l'analyse mieux encore, tu vois. Mais 1 an avant de me dire, ok, maintenant il faut regarder ce qui s'est passé l'année dernière, quoi, tu vois.
Oui, c'était chaud. Mais écoute, merci de me l'avoir partagé du coup. S'il y avait quelque chose que tu pouvais refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Ça peut être personnel, ça peut être pro, ça peut être... Alors, je suis un fanatique du temps, mais de l'énergie du coup aussi, parce que les deux sont liés. Du coup, j'ai une réponse un peu nulle, mais je changerai surtout rien, parce que je sais vraiment que... Effet papillon, quoi. Bah ouais, c'est ça, que tout ce qui existe là, aujourd'hui, maintenant, dans ma manière d'être, de penser, de ce que j'ai pas, de tout, si je change une chose, je peux tout bouger. Tu vois, je pourrais même te dire, tu vois, il y a un moment donné, j'ai vécu en toile de tente parce que j'avais pas assez de thunes pour prendre un appart, mais je le change pas, quoi, tu vois, parce que ça va me changer des trucs dans la timeline, donc je change rien. Ça va, c'est cool. Non, je change rien. Je change rien. En fait, les seuls trucs que j'aimerais changer, c'est les moments où je blesse. Tu vois, les vrais regrets, c'est quand j'ai pu blesser des gens, que ce soit volontaire ou involontaire. Parce que t'as pas l'air d'être quelqu'un de... Enfin, t'as l'air d'être assez dans le contrôle quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, je dis pas que t'es pas spontané, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je te considérerais pas d'emblée comme quelqu'un d'agressif. Ouais. Non, je suis pas agressif, mais tu sais, on fait tous des erreurs, plus tôt dans le perso que dans le pro d'ailleurs. Parce que dans le pro, j'ai blessé des gens, mais sur des blessures qui ne me concernaient pas. Tu vois, ça les concernait eux. Mais dans le perso, dans la vie, il y a 2-3 fois où tu te dis, avec le temps, putain, c'était pas très cool de ma part. Pourquoi j'ai dit ça, quoi. Donc c'est ça, je pense que s'il y a des regrets, des envies de changement, c'est plus dans ces moments-là de se dire, cette émotion négative, je sais pas combien de temps ça a coulé dans ses veines, mais c'est un peu nul. Tu sais, les accords Toltec, ils disent, quand on fait du mal à quelqu'un ou quand on dit du mal sur quelqu'un pour provoquer une douleur à quelqu'un, même si c'est pas toujours intentionnel, ça revient à boire du poison soi-même, tu vois. Et c'est vraiment ça que j'ai fait. Puis la preuve, c'est de ça que je te parle. Donc il y a encore un peu de poison en moi, du coup. Je suis sûre que non. T'es quelqu'un qui arrive à t'excuser facilement ou pas? Oui. Pas de problème. Je m'excuse et je change d'opinion très facilement si les arguments vont dans ce sens. J'ai un pote qui s'appelle Doc7 sur YouTube qui est comme ça. Je l'adore. Il peut dire mais non, mais Fabien, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas comme ça, c'est comme ça, comme ça. Moi, je réfléchis, je fais ben non, parce que ça. Et dans l'instant, il fait ah ouais, t'as raison, c'est pas con. J'adore ces gens-là. L'honnêteté intellectuelle, quoi. Et j'essaie d'être comme ça aussi, donc je m'excuse facilement, je change d'avis si nécessaire, sans problème. Est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois qui est fondamentalement controversé, que l'opinion publique, si tu veux, croit comme étant une énorme erreur, connerie, un truc qui n'est pas vrai? D'accord. Ou l'inverse. Ou l'inverse, si tu veux. Ouais. Okay. Un truc que croit l'opinion publique et que tu penses être une énorme connerie, si tu préfères. L'opinion publique croit en la sagesse des gens de plus en plus âgés. Mais là, je parle pas de très âgés, hein, je parle 50, 60, tu vois, même 40. Alors que c'est une grosse connerie parce que je crois connaître les biais cognitifs qui montrent que plus on s'enfonce dans le temps, plus on se met nos propres limites, plus on raisonne par concepts qui ont fonctionné pour nous dans le passé, et moins on s'ouvre à ce qu'il y a aujourd'hui. Je te donne un exemple concret, Twitch ou TikTok, des trucs qui m'ont largué complètement, alors que je me targuais quand même d'être le mec qui connaît les réseaux et tout ça, tu vois, qui est curieux sur tous les domaines. Et donc j'ai vu que là, c'était une de mes premières frontières, c'est où je prenais le train pour comprendre, où je le comprenais pas. Donc j'ai passé en fait ce cap-là et aujourd'hui, ça va, je les connais, c'est des plateformes qui m'amusent, mais je vois que les portes, elles se lèvent de plus en plus souvent, tu vois, dans ma vie. Donc ça veut dire que je ne suis pas à même de prendre toutes les bonnes décisions puisque je constate, par le biais des réseaux, mais il y a plein d'autres choses qu'on ne constate pas, qui montrent à quel point ma flexibilité et ma manière de penser est en train de se refermer sur un système passé. Et la deuxième chose, c'est que... Parce que tu as moins besoin aussi, peut-être. Non, on est moins flexible au changement. Mais c'est ça, d'ailleurs, que j'allais te dire après, c'est qu'après, tu vois, on pourrait aller dans le truc très trash où je ne préconise pas ça, pas forcément, mais je ne suis pas certain que quelqu'un de 60 ans ait les bonnes capacités cognitives pour le droit de vote, tu vois.
mais parce qu'on sait que si chimiquement parlant, et là je parle de ma croyance, mais de la même manière que pour le permis de conduire déjà basiquement. Ça. Mais là c'est pour prendre une décision de choix sur le futur, tu vois. Et ma croyance, elle vient de faits scientifiques que j'interprète pour cette croyance. Donc encore une fois, c'est moi qui crois, mais on a un vrai truc dans le cerveau. Je vous recommande une série de vidéos, je crois, de Y Penser qui a fait ça, qui s'appelle C'était mieux avant, il me semble. Qui fait que notre cerveau est conditionné avec le temps, avec l'âge, sur une dégradation du mode de pensée pour croire sincèrement que c'était mieux avant. Et à partir du moment où le cerveau s'illusionne dans son raisonnement, on ne peut pas prendre des bonnes décisions pour la collectivité, pour le futur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je crois vraiment que ce côté de on va s'entourer d'un tel parce qu'il a 55 ans, il a telle expérience dans cette boîte. Bon, là, ça n'a rien à voir ce qu'on fait, c'est pas son domaine de base, mais il nous sera utile quand même. Enfin, ce sera le meilleur quand même, mais c'est pas sûr, quoi, tu vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Recruter quelqu'un avec tout son bagage, là je parle au niveau purement entrepreneurial, avec tout son bagage, fait que c'est très difficile pour cette personne de s'adapter à la nouvelle situation, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, ça c'est une croyance. C'est pas très ouf comme réponse pour ton truc, mais n'empêche que j'adore par contre écouter les histoires des personnes plus âgées que moi. L'histoire de la personne plus âgée, elle est géniale parce que tu vas faire ton auto-analyse de cette histoire et tu vas en retirer ce que tu veux, plus qu'à recevoir le conseil de la personne plus âgée que moi. Tu vois ? Alors que oui, je vois ce que tu veux dire. En langage populaire, on dit plutôt écoute tes aînés. Écoute tes aînés là-dessus. En fait, écoute-le parler de son histoire, mais écoute pas forcément ses conseils. Hein. Ouais. Une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager ? 1 vaut mieux que 0. 1 vaut mieux que 0. C'est mon leitmotiv, surtout. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire produire plus ? Ça veut dire faire ? Ça veut dire que faire un podcast à l'arrache dans les toilettes d'un restaurant, c'était mieux que de ne pas en faire du tout. Ça, franchement, j'ai assez envie d'écouter celui-là. Tu vois, je te le trouverai. Ça veut dire que faire 100 vues sur YouTube, c'était mieux que 0. Donc, en fait, c'est tout redescendre ses envies de résultats. Mais c'est marrant parce qu'en fait, tu as l'air d'être perfectionniste comme ça, mais tu es tout sauf perfectionniste, en fait, d'après ce que je comprends, parce que tu acceptes de faire des... perfectionniste à retard. Un perfectionniste à retard. Si j'ai la compétence pour que ce soit parfait, je vais l'être. Et je vais être relou. Mais si je ne l'ai pas encore, si je n'ai pas l'expérience et la compétence, ça ne me viendrait même pas l'idée de vouloir faire un truc parfait. Au contraire, là, on récupère le fais vite. Fais-le vite, fais vite l'expérience, quoi, tu vois. Donc, 1 vaut mieux que 0. Moi, ça m'a changé ma vie. Ça m'a débloqué sur tout. C'est mieux d'apprendre l'anglais 1 minute par jour que pas du tout. C'est mieux de faire 5 pompes que 0. Tout est mieux que 0. Et c'est très déculpabilisant de s'en rappeler. Et ça évite aussi la dissonance cognitive. Elle cherche toujours une compensation, tu vois. Je vais pas à la salle de sport parce que j'ai pas le temps en ce moment, parce qu'il fait froid, parce que je suis fatigué, parce que ceci, cela, parce que j'aurai pas le temps de passer 1 heure, etc. D'y aller 15 minutes. Tu vois, exactement. Donc on aura toujours une compensation, sinon on rentre en dissonance, on devient fou. Et bien quand ta compensation c'est 1 vaut mieux que 0, tu peux tout autoriser et t'avances toujours un petit peu. Et le mouvement c'est quand même la vie, tu vois. Et une pause aussi de 2 minutes, c'est mieux que 0 pause quand on n'a pas le temps de prendre une pause. Donc tu vois, ça marche aussi dans les deux sens, pas que dans la productivité, quoi. Donc voilà, 1 vaut mieux que 0. La phrase d'Einstein que je t'ai dit tout à l'heure, elle m'inspire beaucoup. La folie, c'est de répéter tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Elle m'a un peu traumatisé, hein, cette phrase. Elle m'a mis une gifle, quoi, tu vois. Mais parce que je pense qu'on est très très nombreux en fait à reproduire tout le temps les mêmes schémas, on s'en rend pas compte, quoi. C'est fou. Hein. Et on espère que ça marche ce coup-ci, hein, tu vois. Donc on est tous fous. Et en se disant mais ça c'est mais ça c'est sûr, c'est parce qu'il s'est passé ça, du coup on trouve c'est toujours les causalités, les externalités négatives, quoi. Dans le monde de la restauration, je connaissais bien ça, il n'y a pas de monde parce que c'est la rentrée, il n'y a pas de monde parce qu'il fait chaud, il n'y a pas de monde parce qu'il fait froid, il n'y a pas de monde parce que c'est l'ouverture de la chasse à la bécasse, parce qu'il y a un match de foot, parce qu'il y a toujours une bonne raison qu'il n'y ait pas de monde. Par contre, on n'a toujours pas refait la vitrine, on n'a pas nettoyé les carreaux, on n'a pas remis en cause le menu, on n'a pas changé les 3 ampoules qui ne marchent pas à l'extérieur, tu vois, alors que c'est peut-être pas la solution, mais on n'a pas essayé, tu vois. Voilà. Je pense que c'est. J'en ai plein après, hein, je suis bourré de maximes, mais. Non, mais j'adore déjà ces deux-là. Et dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres, au-delà des tiens dont on va parler juste après, que tu estimes être vraiment fondamental, peut-être pour toi, ou que tu estimes que vraiment, si la Terre entière pouvait l'avoir lu, bah, ça serait un bénéfice, on va dire, pour la planète? Ah, sympa comme question.
J'aime bien. Bon, L'Art de la guerre, Sun Tzu, c'est mon livre de chevet. Je crois que je l'ai lu 1000 fois, quoi, tu vois, de toute ma vie. Avec les ponts que je fais un peu automatiquement avec tout, je l'extrapole de partout. Je trouve que c'est tout sauf un livre guerrier dans mon interprétation, tu vois, et que ça me sert dans tous les domaines. C'est très, très inspirant. Donc oui, tout le monde devrait l'avoir lu au moins une fois. Il y a une très bonne version là, que j'avais découvert il y a 2 ans qui reprend les concepts sous forme graphique, qui peuvent aider aussi. Je dois l'avoir là, je pourrais te le faire voir. Je mettrai ça dans les notes. Ouais. Aux personnes qui ont du mal à extrapoler un peu ces concepts, de les voir schématisés, ça peut les aider. Parce que c'est vrai que quand t'as pas, on va dire, d'imagination et que tu le prends au premier degré, il y a certaines parties qui sont un petit peu étonnantes. Ah quoi. Ouais. Oui, non, mais complètement. Oui, il faut vraiment s'approprier ça d'une certaine manière. Le signe noir, j'imagine que tu l'as lu bien également. Sûr. Taleb. Qui a été un point d'entrée vers quelque chose de nouveau pour moi aussi, que je trouvais très très intéressant. Déjà par qui il était, c'est un peu Taleb qui m'a amené vers le milieu des startups et de ces choses-là aussi, par des gens qui lisaient ça. Bon bref, donc je trouve ça assez intéressant. Tous ceux qui n'ont pas lu Alice au Pays des Merveilles, lisez-le, c'est très important dans votre vie. J'aime bien passer du signe noir à Alice au Pays des Merveilles, tu vois, je trouve ça plutôt cool. C'est parce qu'en fait, je me disais, ça m'a fait un peu traverser un miroir, ce livre. Et du coup, ça m'a rappelé les livres de Carole. Mais c'est un peu aussi des impacts tels que ceux que peut avoir Le Petit Prince, mais je trouve Alice quand même beaucoup plus puissant en termes de magie que Le Petit Prince. Dans la lecture, en plus, qu'on peut en avoir adulte. C'est assez chouette. Oui, c'est drôle de le relire adulte. Moi, je l'ai relu adulte aussi il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, c'est complètement différent. Enfin, c'est absolument pas un livre pour enfants, en réalité. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est passionnant, hein, du coup. Ouais. Voilà pour un... C'est déjà ça te pas fait mal. 3 livres, ça te fait un 2, 3, c'est bien. C'est parfait, 1, 2, 3. Dernière question pour toi, Fabien, et je vais te laisser tranquille, promis. Est-ce que tu peux juste me parler rapidement, me donner tous tes contacts, tous tes livres, ta chaîne YouTube, ton podcast, enfin tout ce dont tu veux me parler pour qu'on te retrouve si jamais on ne t'a pas encore eu la chance de te suivre? Eh bien, j'ai découvert grâce au podcast un truc qui s'appelle Linktree. Donc j'ai un Linktree, c'est linktr.ee/Olicard, O-L-I-C-R-D. Et là-dessus, il y a tout. Il y a les spectacles en tournée au Zénith de Paris, il y a le podcast l'Hippocampe, il y a la chaîne YouTube, il y a Instagram, il y a mon magazine mensuel Curious, que j'ai lancé en tout début d'année aussi et qui marche très bien, j'en suis très heureux. Curious, c'est pas un hasard, du coup maintenant tu comprends le nom. Et c'est 50... à la base c'était 40 pages mensuelles, maintenant c'est 52 pages. C'est un print, c'est papier, c'est posté chez les personnes, n'importe où dans le monde. Et ça revient à peu près 1,65 € par numéro. J'en fais la promo parce que je suis très fier de ce prix. Mais écoute, en plus, tu vois, j'avais fait mes recherches, mais mal, parce que je n'étais pas au courant. Et donc, je vais creuser ce sujet. Je sais pas si je l'ai tant exploité, mais je vais t'en donner. Je vais te donner les numéros avec grand plaisir. Mais voilà, et tu sais quoi, ça bouclera toute cette conversation. J'ai lancé un magazine en 2016 qui a été un gros échec au bout de 3 mois. C'est grâce à cet échec que ce magazine Curious existe aujourd'hui et qui fonctionne bien. Eh ben écoute, c'est le meilleur mot de la fin. Merci beaucoup Fabien pour ton temps. Merci à toi. Et puis peut-être à bientôt.